Et coucou Hibou, nous sommes ici ensemble sur cette chaîne pour développer nos capacités à l'airsoft et nous allons aujourd'hui commencer par la réplique de points. La vidéo est chapitrée, je vous invite à aller dans la description pour aller directement au moment de la vidéo qui vous intéresse. Pensez également à regarder dans la description notre Discord pour venir discuter. Alors, je sais bien que de manière générale, dans 9 cas sur 10, bon, les stats sortis du chapeau on connaît, la première réplique qu'un nouveau joueur d'Airsoft va acheter, ce sera plutôt une plateforme type M4, AR-15, AK ou un sniper. Oui, mais du coup, pourquoi tu nous parles de réplique de poing Eh bien, c'est très simple. C'est un outil dont la base est beaucoup plus difficile à travailler et à pratiquer que la réplique longue. Et c'est également un outil qui sera obligatoire sur certains terrains en fonction de la puissance de votre réplique principale. Surtout pour les joueurs forêt, étant donné qu'ils auront tendance à jouer avec des répliques plus puissantes et un grammage de billes plus élevé, alors non pas pour faire mal aux copains comme on l'entend parfois, mais plutôt pour les avantages que ça apporte. Déjà, une bille lourde aura un meilleur centre de masse, étant donné que pour réduire le poids d'une bille, on y injecte de l'air. On ne sait pas toujours où vont finir ces bulles dans le centre de la bille. Également, même si en sortie de canon elle ira moins vite qu'une bille légère, sur une plus longue distance, elle aura tendance à moins perdre d'énergie. Ces deux choses donneront un meilleur résultat sur l'effet hop-up de votre bille. Sans compter que la bille lourde sera moins sensible aux effets du vent et lorsqu'elle traversera une branche ou une feuille, elle déviera moins de sa trajectoire. En bref, posséder une réplique de poing, c'est s'assurer de pouvoir upgrade convenablement sa réplique longue sans se soucier de si je dois tirer de près, est-ce que je vais faire mal à mon pote? Étant donné que vous serez équipé d'une réplique de poing qui sera toujours utilisée avec une puissance beaucoup plus faible et un grammage de billes beaucoup plus faible également. En résumé, comme il est plutôt bête de se priver d'une bonne réplique longue avec de bons upgrades, autant acquérir la réplique de poing qui sera obligatoire et travailler directement avec. Une réplique d'airsoft n'est pas un jouet, c'est un outil auquel il faut faire attention. Avant toute manipulation, je vous conseille de retirer toujours le chargeur et même si c'est une réplique à gaz, toujours prendre le réflexe de vérifier qu'il ne reste pas une bille dans la chambre pop. Commençons par parler de la prise en main et d'expliquer à quoi elle sert. Une bonne prise en main sert à atténuer les effets du relèvement et du recul de votre réplique pendant le tir. Elle participe donc à réaligner vos organes de visée plus rapidement entre deux tirs. Pour parler d'une bonne prise en main, étant donné que le recul d'une réplique d'airsoft n'est pas très conséquent, j'aurais tendance à prioriser le fait d'être à l'aise surtout au niveau de son poignet plutôt que de chercher le pixel maintien. Néanmoins, ça reste intéressant d'avoir une base correcte. Attrapez votre réplique le plus haut possible. Plus votre maintien sera aligné avec la force contraire de votre réplique, mieux vous saurez la contrôler. Ce n'est pas bien compliqué à comprendre, c'est un système de levier. Lorsque votre culasse recule, elle va attirer avec elle le reste de la réplique. Elle va vouloir partir en arrière. Si vous la maintenez éloignée du point de mouvement, elle aura plus de force pour s'échapper, alors que si vous la tenez proche du point de mouvement, elle en aura beaucoup moins. Même principe qu'un pied de biche. Ici, le point de mouvement se situe à la tête du marteau contre le sol. Je mets ma main très proche. Je n'ai absolument pas de force pour retirer le clou. Par contre, si j'éloigne ma main, je sors le clou sans difficulté. Regardez à ne pas avoir le poignet trop cassé. Ça doit être agréable dans tous vos mouvements. Veillez à avoir une bonne mobilité de votre index. Votre doigt n'ayant rien à faire sur la queue de détente, si vous ne voulez pas faire feu, il faudra donc que votre doigt puisse passer du long de la glissière à l'intérieur de votre pontet facilement et rapidement. Pour votre main support, donc la main qui va être utilisée pour les rechargements, la manipulation de la lampe, etc., veillez à trouver un bon compromis entre une prise agréable, longue, donc longue
comme ça. Hein. Essayez de ne pas se retrouver avec ce genre de configuration où on a un gros trou ici. Et qui referme un maximum des parties visibles de votre réplique. Plus vous recouvrez la carcasse de votre réplique, plus vous aurez la possibilité de la coincer dans tous les côtés, moins elle aura la possibilité de bouger. Commencez par placer votre index entre l'index et le majeur de votre autre main et placez les autres doigts dans la même suite logique. Laissez vos doigts glisser vers l'arrière lorsque vous refermez votre main afin de respecter le conseil précédent qui est d'utiliser un maximum de la surface de votre réplique pour la maintenir. C'est le plus important à faire attention. Pour la distance exacte de l'emplacement de vos doigts, cela dépendra surtout de la taille de vos mains. Passons maintenant à vos pouces qui se baladent là. On va leur trouver une utilité. Le pouce de votre main support sera placé le long de la glissière, à la recherche d'un point d'accroche pour diminuer davantage l'effet de recul. Le pouce de votre autre main va venir finir l'accroche en se plaçant au-dessus de l'autre. Concernant ce qui est la force à exercer dans votre poigne, votre grippe, l'objectif n'est pas ici d'avoir les mains, de ne plus avoir de sang dans les mains, ni non plus de broyer votre réplique, simplement d'avoir la bonne force pour empêcher votre réplique de se balader dans tous les sens pendant le tir. Donc si je dois répondre à cette question, la bonne force à exercer est la force qui vous permet d'être à l'aise avec votre réplique, de ne pas vous faire mal, de pouvoir la tenir dans le temps et le fait de ne pas avoir votre réplique qui se balade pendant le tir. Au niveau de la position des bras, certains vont conseiller de verrouiller les coudes, bien entendu, devant soi. D'autres vont plutôt parler de laisser les coudes déverrouillés pour une meilleure absorption du recul, pour ne pas se faire mal, pour pouvoir tenir la position plus longtemps, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, faites en fonction de vous. Regardez ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, il n'y a pas vraiment une technique meilleure que l'autre. Du moment que vous savez la tenir pendant 2-3 minutes tout en marchant, il n'y a pas de problème. La seule chose à laquelle il faudra faire attention au niveau des bras, c'est que si vous tenez votre réplique comme ça, ou bizarrement comme ça, c'est vos bras qui vont dépasser votre silhouette. Plus votre silhouette est étroite, moins vous offrez de surface à votre adversaire pour avoir l'occasion de tirer. Donc essayez tout de même, au mieux que possible, de garder vos coudes le plus rentrés possible, de sorte à ce que ça ne dépasse pas votre silhouette. Maintenant qu'on a acquis la base de la manipulation, parlons de notre mémoire procédurale et du premier drill à faire à la maison autant que possible. L'alignement de vos yeux et de vos organes de visée. Ce n'est pas vous qui devez réfléchir à comment placer vos mains et votre réplique, ce sont plutôt vos muscles qui doivent le faire à votre place. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Pratiquez encore et encore le mouvement. De temps à autre, pensez à fermer les yeux, faites le mouvement, ouvrez les yeux et vérifiez si vos organes de visée sont mis convenablement. C'est en faisant ça qu'on va savoir si, oui ou non, nos muscles ont enfin travaillé convenablement. Passons maintenant à l'étape du tir. Je dégaine, j'aligne mes organes de visée et là, je vois flou, je louche, je fais quoi? Je ferme un œil? En tir sur cible, l'avantage de fermer un œil pour ne voir qu'avec votre œil dominant augmente, ou en tout cas facilite énormément la prise de visée et donc la précision. Avoir les deux yeux ouverts est contraignant. On voit flou, voire on louche. Maintenant, sur un terrain d'airsoft, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le stress, l'adrénaline, l'environnement. En effet, d'autres adversaires peuvent surgir de n'importe où. Et qu'est-ce que notre cerveau veut faire quand on est stressé? Ouvrir grand les yeux pour capter un maximum d'informations. Il peut donc être intéressant de travailler le focus. Pour ce faire, un exercice demandant peu de matériel. Prenez simplement un post-it de couleur vive, éloignez-vous un peu, 3, 4, 10 mètres, peu importe, faites avec la place que vous avez.
ça n'a pas spécialement d'importance. Mettez votre post-it en joue et faites le focus sur vos organes de visée. L'objectif est de voir votre cible et votre environnement légèrement flou, mais vos organes de visée parfaitement nets. Au début, ce ne sera pas évident de vous repérer dans l'espace, mais à force de travail, votre cerveau s'habituera. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, mais au début, choisir une couleur vive vous facilitera grandement le travail. Maintenant, un problème de double image va arriver. C'est normal. Vous avez deux yeux, votre cerveau reçoit donc deux images différentes. Dans le tir, il faudra faire avec certains problèmes. Comme par exemple le fait que notre corps est une machine qui tourne constamment. Vous respirez, votre cœur bat, etc. Ça vous fait bouger. D'ailleurs, pour l'exemple, essayez donc de rester 100% statique pendant votre prise de visée. En travaillant, il est par contre possible de fortement diminuer ce phénomène. Lorsque vous vous concentrez sur cet exercice, vous aurez tendance à forcer sur vos yeux. Tentez de les détendre le plus possible. Déjà pour ne pas avoir mal aux yeux ni à la tête, et ensuite pour diminuer l'apparition de cette deuxième image. Ça ne se fera pas en 5 secondes, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un deuxième drill très intéressant sera le dégainé, surtout pour les phases dites d'urgence qu'on verra un petit peu plus en détail pendant un module CQB. Même chose que pour l'acquisition des organes de visée, ce n'est pas vous qui devez commencer à chercher « Ah, ma réplique se trouve là, je la prends ». Non. On regarde bien devant soi et c'est votre main, vos muscles qui savent où se trouve la réplique, comment la prendre convenablement, la sortir et aligner. Même chose, on répète plusieurs fois. Au début, décomposez le mouvement. N'hésitez pas à regarder votre réplique pour savoir où vous situez dans l'espace. Et essayez de regarder de moins en moins et d'aller de plus en plus vite. Une deuxième chose à travailler avec la réplique de poing, c'est le tir sans organe de visée. Et c'est là que le drill proposé tout à l'heure vous aidera monstrueusement. En effet, vous n'aurez pas toujours la possibilité de prendre le temps de viser correctement. Néanmoins, à courte distance, votre mémoire procédurale fera 90% du travail. Alors toujours mes stats sortis du chapeau, mais vous aurez compris. Pour travailler ce type de tir, cachez simplement vos organes du visé avec par exemple du papier crêpe. On vient le mettre. Hop. Ici, voilà, on ne voit plus rien. Et l'avantage, c'est que ça s'enlève facilement sans laisser la moindre marque. Pour ce faire, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Personnellement, ma préférée, c'est celle de l'index. Depuis tout petit, on vous apprend à ne pas pointer du doigt. Et pourtant, vous y arrivez facilement et même sans y penser. Surtout dans notre cas, étant donné que notre index est censé se trouver toujours le long de la glissière, pointez simplement du doigt votre cible avant de tirer. Vous avez également la possibilité de suivre vos billes des yeux. C'est plutôt simple avec une réplique de poing, puisque de manière générale, la bille ne va pas très vite avec ce type de réplique. Vous tirez, vous regardez la trajectoire de la bille et vous adaptez en conséquence. Et le top du top, c'est d'utiliser les deux techniques en même temps. La prochaine étape est celle du dégainé d'urgence. Les fans de cow-boy, c'est votre moment. Pour le moment, on va commencer avec l'exercice. Son utilité, on la reverra plus tard lors du module CQB. Extirpez votre réplique et pointez-la directement vers la cible dès la sortie du holster et tirez un coup. Continuez votre mouvement, attrapez la réplique à deux mains, tirez un autre coup. Alignez vos organes de visée et tirez un troisième coup. Cassage de branche. Sur le terrain, l'objectif est de s'arrêter au premier coup. Mais comme ce sera souvent un tir-chance, autant toujours aller au bout du mouvement pendant vos entraînements. Et pour finir, la dernière étape, apprendre à tirer vite. Ou pas. Je m'explique.
Tirer vite, c'est bien quand on est mauvais ou qu'on a vraiment trop d'argent à dépenser. Mais quand on souhaite optimiser son emport et ne pas gaspiller de billes inutilement, on prendra conscience de la différence entre la vitesse de tir et la cadence de tir. Pour vous faire comprendre la différence, je vais simplement vous faire une petite démonstration et vous pouvez faire exactement la même chose chez vous et constater par vous-même. On va commencer par le rapide. Et maintenant, une bonne cadence. Entre chaque tir, vous avez toujours besoin d'un petit peu de temps pour réaligner vos organes de visée. Et si vous ne le prenez pas, vous avez moins de chances d'atteindre votre cible. Et ça sera d'ailleurs encore plus vrai quand vous vous déplacerez. Voilà, ici, mes tirs, je suis à environ 3-4 mètres de distance. On voit quand même déjà, même à faible distance, une très nette différence entre une rapidité de tir et une bonne cadence de tir. D'un côté, je prends mon temps pour viser, je tire quand je suis sûr de mon coup. De l'autre côté, je fais au plus vite. Alors ça, imaginez ce que ça donnerait en cible à 10 mètres, 15 mètres, voire 20 mètres. À 10 mètres, ça pardonne pas, hein. Les petites billes que vous voyez un petit peu sur le côté dans le monde rapide, bah, c'est clairement à côté de la cible, à 10 mètres. Vous pourriez tout aussi bien simplement vous mettez à 10 mètres, vous vous laissez 5 secondes pour tirer un maximum de billes en mode rapide dans 3 cercles avec une bonne cadence de tir dans 3 autres cercles et comptez simplement le nombre de billes qui auront réussi à atteindre leur cible. Vous verrez que le plus souvent, ce sera en bonne cadence de tir, même si vous tirez 3 à 4 fois moins. Non, plus sérieusement, la dernière étape sera le rechargement. Chose qu'il sera également intéressant de travailler à sec pendant vos drills. Je tire, plus de billes, je jette le chargeur par terre. Oui, oui, bien sûr. Ici, on a des chargeurs qui coûtent quand même 40 € pièce et qui ne sont pas super solides et vraiment pas prévus pour. En plus, si jamais vous mettez un petit peu de crasse dans votre chargeur et que les billes viennent les mettre dans votre réplique, bah elles vont pas trop aimer ça. Donc jeter son chargeur par terre, c'est bien dans les films, mais à l'airsoft, non non. De toute façon, un rechargement se fera rarement pendant une phase de tir. Si vous appliquez convenablement votre cadence de tir plutôt que votre vitesse de tir. Bon après, ça arrive, hein, mais le plus souvent, ça sera quand même avant ou après une phase de rush. Tout simplement parce que c'est quand même vraiment très rare de se retrouver confronté à 10 joueurs en même temps dans un petit village, un petit CQB ou n'importe quoi. Et de toute façon, si jamais ça arrive, vous n'êtes pas des super-héros, hein, 10 contre 1, vous vous ferez outer avant d'avoir réussi à vider votre chargeur.